Alors, vos impressions, docteur? Nous sommes vraiment satisfaits. Nous nous rendons compte qu'effectivement, la sensibilisation a porté fruit. La population est informée effectivement sur la nature de la maladie, sur les modes de transmission de la maladie et sur que faire pour pouvoir prévenir la maladie. Puisque on parle de l'hygiène des mains surtout, parce que c'est la mesure principale, se laver les mains à l'eau et au savon, plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois je dis bien dans la journée, après chaque acte quel qu'il soit, avant de manger, avant de faire la cuisine, en revenant de faire les selles, même après avoir salué des gens, après avoir vu les malades, surtout pour le personnel soignant, pour passer d'un malade à un autre. Le personnel soignant doit être sensibilisé dans ce sens à tous les niveaux du système de santé. Donc au niveau des hôpitaux, au niveau des dispensaires, au niveau des centres de santé intégrés, au niveau des postes de santé, le personnel soignant doit régulièrement se laver les mains à l'eau et au savon, après tout acte. Si les moyens le permettent, c'est de pouvoir disposer de ce que l'on appelle solutions hydroalcooliques. Ce sont des flacons qui sont vendus dans les officines. Et au début du travail, pour le personnel soignant, on se lave les mains à l'eau et au savon, le temps de les faire sécher. Maintenant, après avoir examiné le premier malade, au lieu de se laver les mains à l'eau et au savon, on peut directement utiliser la solution hydroalcoolique et ensuite, d'un malade à un autre, toujours utiliser cette solution hydroalcoolique. Ça, c'est la mesure capitale. La deuxième mesure, effectivement, concerne toute personne, tout chasseur qui, une fois en forêt, rencontre un animal mort sans savoir de quoi est mort cet animal. Ne pas toucher cet animal, ne pas dépecer cet animal, ne pas chercher à préparer cet animal pour pouvoir effectivement consommer. Puisque au moment où l'on touche l'animal, on est déjà en contact. Si cet animal était contaminé par le virus Ebola, mort à cause du virus Ebola, le simple contact avec cet animal mort, on est contaminé. Le fait de le dépecer, on est encore contaminé. Et le fait de faire la cuisson, on est également contaminé. Donc, il vaut mieux ne pas le toucher, mais plutôt sensibiliser effectivement les autorités locales pour que l'équipe formée en la matière se rende sur les lieux pour pouvoir récupérer cet animal mort, faire des prélèvements, n'est-ce pas? Et ceci est important, parce qu'on a vu que dans la cuvette ouest, lors des 4 épidémies, disons dans les 4 épidémies que nous avons vécues dans la cuvette ouest, 2 épidémies étaient précédées effectivement par mort de primates, c'est-à-dire de singes ou de chimpanzés ou de gorilles trouvés morts dans la forêt. On trouvait des carcasses, et quand on trouvait des carcasses effectivement dans la forêt, c'était déjà un signe d'alerte de l'apparition immédiate, tout au moins dans les jours qui suivent, d'une flambée de fièvre hémorragique à virus Ebola. Quels sont les risques encourus par les personnes revenant d'une zone épidémique? Merci. Si la personne revient d'une zone épidémique, si cette personne a été en contact avec une personne décédée lors des funérailles, par exemple, ou un malade hospitalisé, il a donc été déjà contaminé. Mais il se trouve en période d'incubation. C'est la période qui sépare effectivement la contamination, le contact avec la personne malade, ou avec la personne décédée, ou avec l'animal décédé, jusqu'au jour de l'apparition des premiers signes de la maladie. C'est cette période qu'on appelle période d'incubation. Pendant cette période, il n'y a pas de signes cliniques. La personne est apparemment bien portante. Donc, elle peut partir de la zone où sévit la maladie, parcourir une très longue distance jusqu'au lieu où la personne se rendait, sans pour autant manifester la maladie. La personne va donc traverser les barrières terrestres, que ce soit au niveau de l'aéroport, au niveau du port, ou même par voie routière. Et une fois arrivé dans le pays de débarquement, les signes cliniques vont maintenant se manifester pendant que la personne se trouve maintenant dans le pays de destination. Et c'est ce qui s'est passé effectivement au Sénégal. Cet étudiant guinéen, depuis la Guinée-Conakry, en zone forestière, avait effectivement assisté aux funéraires, avait même touché une personne morte d'Ebola. Il a traversé donc la frontière entre la Guinée-Conakry et le Sénégal. Il est parti jusqu'à Dakar. Il n'avait aucune manifestation clinique. Et quelques jours après son arrivée à Dakar, puisqu'il était en période d'incubation pendant qu'il voyageait, il n'avait pas de signe clinique. Une fois arrivé à Dakar, quelques jours après,
la période d'incubation, les signes cliniques sont apparus, mais ça a été effectivement facile pour le personnel médical, les autorités sénégalaises, de suspecter rapidement un cas d'Ebola. Ils l'ont immédiatement isolé, ils ont fait le prélèvement, puisqu'ils ont l'Institut Pasteur de Dakar, qui est très performant. Ils ont confirmé donc la maladie à virus Ebola. Ils ont recherché les sujets contacts, donc toutes les personnes qui ont été en contact avec cet étudiant depuis la Guinée-Conakry jusqu'à la destination à Dakar. Et ils ont comptabilisé une cinquantaine de sujets contacts qu'ils ont mis en quarantaine, donc ils ont eu à surveiller pendant 21 jours. Parce que ces personnes étaient supposées être en période d'incubation. Et au bout de 21 jours, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les personnes n'étant pas tombées malades, donc n'étaient pas contaminées, enfin n'étaient pas infectées par le virus Ebola. Et ils ont tous été libérés par la suite. Et aujourd'hui, effectivement, la maladie a été maîtrisée au niveau du Sénégal. Alors, y a-t-il des risques à se rendre en Afrique de l'Ouest pour affaires ou pour rendre visite à la famille ou aux amis aujourd'hui? Si l'on est suffisamment sensibilisé sur les mesures d'hygiène à prendre pour prévenir la maladie, on peut se protéger pendant le séjour en Afrique de l'Ouest. Ça dépend de quel pays. Si on va dans des pays où la maladie... Non, le pays où la maladie sévit. Mais se protéger comment? Dans les pays où la maladie sévit, le risque existe. Parce que ça, c'est une épidémie. Nous avons connu 4 épidémies de fièvre hémorragique à virus Ebola, mais toutes ces épidémies ont eu lieu effectivement dans les départements, en zone rurale, mais pas dans les grandes villes. Alors que l'épidémie de la Guinée-Conakry, elle a débuté effectivement en zone rurale, mais à partir d'un décès, il y a eu donc des parents qui sont partis de la ville de Conakry pour aller effectivement assister aux obsèques à Kédougou, donc dans cette zone rurale. Et c'est là-bas où, pendant les funérailles, ils ont contacté la maladie et ils ont ramené donc le virus dans la ville capitale. Et du coup, l'épidémie a flambé dans la ville capitale. Et ensuite, avec le brassage des populations, la maladie s'est retrouvée dans les pays voisins, mais également dans les grandes villes. Et c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Les visiteurs sont-ils autorisés dans les zones où sont hospitalisés des cas suspects ou confirmés de maladies à virus Ebola? Les visiteurs, en principe, ne sont pas autorisés. Parce que ce sont des zones à haut risque. Pour y entrer, il faut porter une tenue spéciale, un équipement de protection individuelle. Mais il arrive des cas où le visiteur, un membre de la famille, peut avoir certains renseignements à donner, n'est-ce pas, concernant par exemple un malade. Ou alors, pour un soutien psychologique également, il peut être autorisé, mais étant à distance, à au moins 6 mètres effectivement de la personne malade, il peut communiquer avec ce dernier. Mais encore, faut-il que l'accès soit possible, parce que par rapport justement à la construction du site d'isolement, il y a des sites où, pour voir le malade, il faut vraiment y entrer. Alors on n'autorise pas aux visiteurs d'y entrer, parce qu'ils seraient exposés. Il faut être habillé pour y entrer. Il y a des passagers, en fait des passagers qui arrivent à l'aéroport, qui sont contrôlés, et on leur tend des fiches à remplir. Mais ils se demandent à quoi servent ces fiches-là. Est-ce que c'est pour vous permettre de constituer une banque de données ou c'est des fiches qu'on remplit comme ça et qui ne servent finalement à rien? Merci. Ces fiches, effectivement, servent à la surveillance épidémiologique. Je m'explique. Sur ces fiches, il y a une série de questions qui sont posées. Il y a l'identité de la personne, il y a l'aéroport d'embarquement, pour savoir d'où ils sont partis. Il y a également l'adresse du passager dans la ville de Brazzaville. Et il y a la liste des différentes manifestations cliniques pour savoir s'ils présentent ou non ces différents signes cliniques. C'est pour permettre effectivement, parce que toutes ces fiches par la suite sont analysées par une équipe de surveillance, une équipe de spécialistes qui revoit toutes ces fiches et qui en fait la synthèse pour savoir par rapport aux réponses aux questions quels sont les cas qui sont suspects de maladie à virus Ebola. À partir de ces fiches, on peut le savoir. Et sachant leur adresse, puisque la question de l'adresse est posée, on pourra effectivement les suivre à domicile pendant les 21 jours de période d'incubation par rapport à leur date de départ de la zone d'où ils sont partis. Si c'est une zone, effectivement, où la maladie sévit. Après guérison, est-ce que le virus persiste dans l'organisme? Oui, après guérison, effectivement,
le virus persiste dans l'organisme, mais précisément en deux endroits précis. D'une part dans le liquide spermatique de l'homme et d'autre part dans l'œil, dans l'humeur vitrée on appelle, dans l'œil. Le virus, il est présent, il persiste. Et dans le liquide spermatique, il persiste environ 2 à 3 mois après guérison. Parce que quand la personne guérit, il produit ce qu'on appelle des anticorps qui le protègent. Et ce sont ces anticorps effectivement qui tuent le virus. Mais malheureusement, ces anticorps pénètrent difficilement dans les organes génitaux de l'homme. Et ces virus, plutôt ces anticorps, pénètrent également difficilement dans l'humeur vitrée de l'œil. Parce qu'à ce niveau, effectivement, il n'y a pas d'artère, il n'y a pas de veine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vaisseau. Et chez la femme? Mais ça a été démontré chez l'homme. Donc chez la femme, on ne sait pas encore. Ouais, au niveau c'est surtout dans le liquide spermatique de l'homme. Et donc il peut encore contaminer alors? Il peut contaminer s'il a des rapports non protégés pendant la convalescence. Encore faut-il qu'il soit effectivement, parce qu'il est très fatigué, ce n'est pas toujours facile à ce stade. Mais sinon, tout malade en sortant, effectivement, il y a un certificat médical qui lui est établi pour dire qu'effectivement il est guéri pour pouvoir réintégrer la société. Mais en même temps, on lui donne des préservatifs. Hein, il est éduqué et il a quelques préservatifs qu'il a. Pendant la période de 3 mois, il doit avoir des rapports sexuels protégés. Parce au risque de contaminer effectivement son partenaire. Lui-même, il n'y a pas risque de réinfection en fait, chez lui-même, hein, mais il peut contaminer. Tout à fait, il peut contaminer son partenaire au cours des rapports sexuels. On a insisté beaucoup plus sur les cas de guérison aux États-Unis, en Europe. Est-ce qu'il y a eu des cas de guérison en Afrique de l'Ouest? Il y a eu des cas de guérison en Afrique de l'Ouest. Mais on n'en a pas fait état. On n'en fait pas état, effectivement, mais il y a des cas de guérison. Et à ce jour, il est démontré que lorsqu'on prend en charge le malade très tôt, dès le début des manifestations cliniques, il y a de fortes chances qu'effectivement il guérisse de sa maladie. Les épidémies que nous avons connues entre 2000 et 2005 dans la cuvette ouest dans notre pays, à l'époque nous ne faisions pas de perfusion pour réhydrater nos malades. Pour la simple raison, à cause de ces signes justement d'hémorragie, de saignement. Parce qu'on se rendait compte qu'au point de piqûre, lorsqu'on retirait effectivement l'aiguille de la piqûre, le malade saignait beaucoup au point d'injection. Mais aujourd'hui, il est démontré qu'on peut perfuser le malade. Donc, quand très tôt, s'ils font de la diarrhée, on les perfuse suffisamment, on les alimente suffisamment, et ils ont de fortes chances de guérir. En Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de guérisons. Il y en a eu, en dehors des décès. Qu'en est-il des rumeurs faisant état d'aliments pouvant prévenir ou traiter l'infection? Comme vous le dites si bien, ce sont des rumeurs. Mais à ce jour, à ma connaissance, il n'y a aucun aliment qui puisse effectivement prévenir ou guérir la maladie à virus Ebola. Même pas une tisane? Même pas une tisane. Même pas une tisane. À l'heure actuelle, des essais thérapeutiques se font. Par exemple, au niveau de la RDC, à l'époque c'était le Zaïre, on a pu préparer à partir du sang des personnes qui ont souffert de la maladie à virus Ebola et qui ont guéri. À partir de leur sang, on essaie de préparer justement ce qu'on appelle des sérums. Donc des solutions contenant des anticorps qu'on injecte effectivement aux personnes malades. Il y a eu quelques cas de guérison, mais ce ne sont que des essais cliniques. Hein, il faut suffisamment, il y a plusieurs étapes pour pouvoir valider un traitement. Et ça, ce n'était que quelques essais. À l'heure actuelle, ce sont des essais cliniques qu'il faut faire. Il y a même certains vaccins, n'est-ce pas, qui peuvent protéger contre d'autres maladies. On fait aussi des essais cliniques à partir de ces vaccins contre la maladie à virus Ebola pour voir s'ils peuvent, par exemple, guérir la maladie à virus Ebola. À ce jour, nous sommes qu'à une étape d'essai clinique. Mais il n'existe aucun traitement, il n'existe aucun vaccin. Est-ce qu'en discutant avec quelqu'un, en communiquant avec quelqu'un, on risque d'être contaminé? Mais si la personne avec laquelle on discute est déjà malade de la maladie à virus Ebola, effectivement, si l'on est proche de cette personne, c'est pourquoi on dit contact proche et direct, et beaucoup rapproché, pendant la conversation, le virus étant présent dans la salive de la personne malade, c'est au moment où la personne parle, cette salive, effectivement, ces gouttelettes de salive peuvent vous contaminer. Et vous pourrez effectivement être contaminé à partir de la salive.
C'est pourquoi quand vous causez avec une personne malade, il faut être très distant. Hein. Il faut être distant de 3 à 6 mètres pour être à l'abri effectivement de la contamination par le virus Ebola. Un conseil aux populations? Oui, un conseil aux populations, c'est surtout notre population congolaise de ne pas paniquer. Il est vrai que la maladie sévit en Afrique de l'Ouest, mais il ne faut surtout pas paniquer. Hein, et il faut effectivement prendre connaissance des messages qui sont diffusés à travers les ondes pour pouvoir savoir comment se prévenir contre la maladie à virus Ebola. 2 mesures de prévention les plus importantes. La première, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Même pour nos mamans, avant de faire la cuisine, lorsqu'on revient des toilettes, avant de manger, avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours avoir cette habitude de se laver les mains à l'eau et au savon. C'est un geste simple, mais vraiment très préventif. Deuxième mesure, ne pas manger un animal trouvé mort en forêt. Ne pas le toucher déjà. Le simple fait de le toucher, déjà, on peut déjà être contaminé. Et pendant cette période où nous évertions à prévenir justement la maladie dans nos contrées, éviter, parce que l'idéal serait effectivement de ne pas manger de la viande de brousse. On peut pas interdire de manger la viande de brousse, mais réduire au moins la consommation de viande de brousse pendant cette période de prévention. Enfin, le dernier message, vous savez que dans nos coutumes, toute maladie, quelle qu'elle soit, a toujours une interprétation culturelle. Hein, on trouve toujours une origine, on pense à la sorcellerie, c'est l'oncle qui est sorcier, mais en matière de maladie à virus Ebola, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une maladie qui existe bel et bien, et il faut, en cas de maladie à virus Ebola, orienter le malade vers le centre médical le plus proche, surtout ne pas le garder à domicile pour éviter que la maladie se propage dans le milieu familial. Dans les écoles également, il serait intéressant qu'il y ait des points d'eau pour que les élèves, à chaque fois, puissent se laver les mains à l'eau et au savon. C'est une mesure vraiment capitale pour prévenir la maladie. Donc, jusque-là, on peut dire qu'au Congo, tout va bien. On n'a pas de problème, on croise les doigts. On continue à se battre. Tout à fait. On continue à sensibiliser. Tout à fait. Merci, docteur. Merci pour vos conseils. Alors, Ebola existe. Ce n'est pas l'oncle au village, c'est simplement Ebola. Il faut se laver régulièrement les mains, éviter autant que possible de consommer de la viande de brousse. Et pour le reste, je vous dis au revoir et à très bientôt.